Je suis Nadia Desbiens, votre animatrice, ravie de vous accueillir pour cet épisode. Alors aujourd'hui, nous abordons un thème incontournable qui est souvent difficile, même parfois déstabilisant, prendre des décisions dans un environnement complexe. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Michelle McCarroll, qui est directrice du département de psychologie à la Faculté des arts et des sciences depuis 2018 et qui a été auparavant vice-doyenne aux études. Merci Michelle d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Merci de l'invitation. J'ai aussi le plaisir d'accueillir François Madar, qui a été directeur du département de médecine les 8 dernières années et qui est nouvellement en poste comme vice-doyen exécutif à la même faculté, évidemment. Donc, merci François d'être ici avec nous aussi. Avec grand plaisir. Vous êtes tous les deux des leaders qui sont reconnus, notamment pour votre manière d'aborder des enjeux complexes avec lucidité et humanité. Alors, j'entre directement dans le vif du sujet. C'est quoi la recette? Est-ce qu'il y a un principe fondamental ou une philosophie qui vous guide lorsque vous devez prendre une décision difficile? Je dirais qu'une des façons de travailler, c'est sûr que c'est venu avec l'expérience aussi, mais c'est un principe que je me donne, c'est jamais arriver avec une décision complètement prise sans avoir fait une forme de consultation quelconque. Donc, vraiment, essayer de considérer toutes les facettes d'une situation, puis aussi se mettre dans la peau des personnes qui sont concernées par la décision pour tenter de comprendre leur point de vue. Donc, ça, c'est, dans mon expérience, beaucoup plus éclairant que pas, dans la majorité des cas. Puis, si ce n'est, en fait, que pour appliquer une décision éventuellement avec bienveillance, même si les gens ne sont pas nécessairement d'accord avec la décision. Puis, l'autre principe, je dirais, c'est toujours bien se préparer pour être capable d'exposer les bases de la décision. Donc, être capable de présenter les arguments en faveur de la décision, mais aussi pourquoi une autre décision n'a pas été retenue. Tu sais, nos collègues, nos étudiants, c'est des personnes brillantes, donc ils peuvent ne pas être d'accord avec une décision, mais ils vont quand même reconnaître la transparence puis la rigueur du processus qui a mené à la décision. Donc, à mon avis, le principe directeur, dans mon expérience, c'est l'écoute puis une très bonne communication. Puis ça, c'est vraiment essentiel pour exercer un leadership qui est, je dirais, positif puis aussi fédérateur. Moi, si tu me permets, je me mettrais deux principes fondamentaux, mais c'est des principes qui sont très proches de ce qu'on vient d'entendre. Là, c'est ce que j'appelle la collégialité puis la transparence. La collégialité, c'est de dire que, effectivement, on n'est pas seul à prendre les décisions. Là. Puis il faut pas être seul pour prendre des décisions. Il faut les prendre en équipe. Il faut les prendre. On a tous des comités de direction. On a toutes sortes de comités aviseurs. On a aussi les vice-décanats, etc. Donc, on n'est pas seul à prendre les décisions, puis il faut sortir de la tête que, OK, c'est le directeur ou la directrice qui prend la décision. Non, c'est fait de façon collégiale, puis il faut que ça soit fait de façon collégiale. Donc ça, c'est le premier principe. L'autre principe aussi qui a été abordé, c'est la transparence. Je pense que effectivement, on vit dans des environnements très complexes, mais les gens sont capables de comprendre cette complexité-là, ils la vivent, cette complexité-là. Donc, je pense qu'il faut l'exposer, il faut être très transparent, puis là, les gens vont mieux comprendre ce qui a mené à telle ou telle décision. Puis à ce moment-là, ça va faciliter l'acceptabilité des différentes décisions, puis ça va éviter parfois d'avoir des problèmes suite à une décision. Là. Donc, mes deux principes là, qui sont très similaires, c'est collégialité puis transparence. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment intéressant comme perspective. Michel, tu diriges quand même un grand département. Il y a plusieurs programmes, il y a des profils professionnels qui sont variés, il y a nécessairement beaucoup d'attentes aussi. C'est quoi la complexité dans ta discipline, par exemple? Bien, en fait, tu l'as dit d'entrée de jeu, on est un grand département. On est probablement l'un des plus grands départements de l'université. Donc, pour donner quelques chiffres, on a 65 professeurs de carrière, on a 110 chargés de cours et superviseurs annuellement en tout temps. On a plus de 2000 étudiants au premier cycle et 400 étudiants au cycle supérieur, donc dont 75% environ sont dans nos doctorats. Ouais. Et on a 6 programmes de doctorat qui mènent à la pratique clinique et des programmes de maîtrise et doctorat qui mènent à la recherche. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de programmes, beaucoup d'étudiants. Donc, je dirais que pour nous, les enjeux au niveau de la complexité viennent en fait de la diversité de tout ça, puis du volume
des activités. Donc, le volume des activités, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une bonne organisation des processus. Il faut réfléchir très en détail à nos processus. Des fois, on n'aime pas ça, là. On appelle ça de la microgestion, mais c'est pas de la microgestion. C'est organiser nos processus pour qu'on puisse être fonctionnel et prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, nous, en plus de ça aussi, comme on a des programmes de formation clinique, on a aussi 2 sites de cliniques universitaires. Donc, on offre des services à la population. Donc, il y a tout ce volet-là aussi qui amène une autre complexité là, par rapport au suivi clinique qui, évidemment, auprès desquels les étudiants au doctorat font des stages. Par exemple, une situation là, complexe que tu as vécue? Bien, des défis, une situation complexe, peut-être pas une situation complexe, mais une des complexités, oui. Je dirais. Bon, un défi d'assurer un équilibre au niveau de la représentation des différents secteurs du département. Donc, nous, on a de la psychoclinique, de la neuropsychoclinique, de la psycho du travail, des organisations, de la psychologie du développement, de la psychologie sociale. Donc, comment on fait lorsqu'on vient pour faire la planification, pour demander des ressources à la faculté, pour combler des postes, pour répondre en même temps aux besoins des programmes et développer certaines expertises de recherche. Donc, ça prend, comme le disait François tout à l'heure, de la consultation. Absolument. Et de la discussion. Ça prend des comités. Nous, on a un comité qui s'appelle Analyse du déploiement du corps professoral. Et là, ça sert à avoir des représentants de ces secteurs-là, de discuter du fond des choses et de le faire une fois par année. Puis aussi, aux 5 ans, par exemple, avoir une planification stratégique là, pour voir sur le plus long terme. Mais ça, on ne peut pas faire ça comme directeur de département ou directrice de département sans avoir des processus formels comme ça, parce que sinon, on va un peu gérer le chaos. Oui. Puis des postes à pourvoir, on le sait, là, c'est quand même une denrée rare. Alors, j'imagine qu'avec autant de secteurs, tout à fait. Il doit y avoir des discussions tout à fait. animées chez vous. Oui. François, bon, maintenant, tu es dans un rôle de vice-doyen exécutif. Alors, ça te permet d'avoir une perspective aussi systémique, mais en même temps, tu as une proximité avec un département qui est immense. Si je ne me trompe pas, c'est près de 1000 enseignants, professeurs de clinique et de spécialité. Donc, c'est vraiment un des, je pense, des plus importants en Amérique du Nord. Donc, c'est un contexte particulier. Là. Il y a vraiment beaucoup de monde. En plus, en ce moment, dans le contexte actuel, là, on sait, il y a des décisions gouvernementales qui touchent directement les médecins. Alors, je suppose que la situation est particulièrement sensible en ce moment, et notamment pour les directeurs de département. Oui, bien, tout à fait. Tu sais, un peu comme n'importe quel département, on est pris avec les enjeux d'enseignement puis de recherche, là. Mais un peu similaire à ce qui est dans le département de Michel, là, on a aussi l'enjeu clinique. Et l'enjeu clinique, nous autres, prend évidemment beaucoup d'espace. Et donc, ces 3 forces, je dirais, enseignement, recherche, clinique, qui vont pas toujours dans la même direction. Des fois, malheureusement, ça peut même aller dans des directions opposées. Donc, c'est de réussir à trouver comment est-ce qu'on peut aligner ça dans la même direction. Nous, l'aspect clinique, ce qui rajoute à la complexité, c'est que tu l'as mentionné, il y avait, on a 1000 enseignants là, dans le département, mais ils sont répartis dans une quinzaine d'hôpitaux, d'institutions, de centres de recherche différents. Ils sont pas physiquement à l'université. C'est ça, ils ne sont pas physiquement à l'université, ils sont dans ce qu'on appelle le réseau, mais notre réseau est très grand. Notre réseau n'est même pas sur l'île, uniquement sur l'île de Montréal. On en a en Montérégie, on en a dans les Laurentides, on en a en Mauricie, il y en a même, ça va jusqu'à la Gaspésie, là. Donc, ça rajoute à la complexité de la chose, c'est de réussir à réunir les gens, à connecter avec les gens, là. Ça, c'est une complexité additionnelle. Puis, c'est d'engager aussi, de rendre les gens qui aient l'impression que, oui, je travaille dans mon centre hospitalier ou dans mon centre de recherche, mais je travaille aussi à l'Université de Montréal, même si l'Université de Montréal, elle peut être très loin. Alors ça, c'est un élément qui rajoute une difficulté puis une complexité additionnelle. On entend souvent que tout est prioritaire, hein? Les gens arrivent dans nos bureaux, puis bon, c'est toujours prioritaire. Évidemment, c'est pas vrai. Il y a des priorités qui sont vraiment des priorités, d'autres qui sont très importantes, mais bon, voilà, il faut que ça fasse son chemin. Comment vous faites pour décider qu'est-ce qui devrait être priorisé en premier dans vos départements? Est-ce que vous avez, je pense à ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez une méthode, un réflexe qui vous aide à trancher, par exemple, quand tout semble urgent?
Moi, ma recette à moi, mais je pense que c'est une recette que beaucoup utilisent, c'est de revenir aux bases. Quelle est la mission du département, de la faculté, de l'université? Quel est, en bon français ou je vais utiliser en anglicisme, c'est quoi le core business? Là? Puis ça peut paraître un peu banal comme réponse, mais en même temps, ça permet vraiment de dire, OK, est-ce que ce projet-là qu'on me propose, puis dans lequel il faudrait qu'on investisse du temps, de l'énergie ou de l'argent, comment est-ce qu'il est en lien avec les objectifs de base de notre unité? Là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bien aligné ou c'est quelque chose qu'on dit, bon, ça serait intéressant à faire, mais bon, regarde, c'est pas tout à fait en lien avec notre mission puis nos priorités. Donc, c'est d'essayer de revenir aux priorités de base, c'est de dire, bon, vous me proposez quelque chose, OK, on va juste prendre un pas de recul puis on va voir comment est-ce que ça se place dans notre plan stratégique. Dans notre plan stratégique, dans notre mission, dans nos valeurs, dans les objectifs qu'on veut atteindre. Là. Donc, c'est quelque chose qui permet des fois de replacer et de dire dans le contexte, pensez-vous que c'est vraiment bien aligné avec les priorités, les objectifs qu'on veut atteindre? Avec l'expérience aussi, je pense que ça aide à prendre ce pas de recul-là. Au début, peut-être quand on commence, il y a plein de sortes d'enjeux. Là. On veut faire nos preuves un peu, on veut être crédible auprès de nos collègues. On va faire beaucoup de projets. Oui, puis on est souvent très emballés, très enthousiastes. On veut faire beaucoup de projets. Je pense que c'est un bon conseil, en tout cas, très certainement. Michel? Oui, un peu dans le même sens. Hein, le need to have versus le nice to have, là, c'est la même chose avec revenir au core business. C'est sûr que des questions comme de diplomation, des questions de base académique, les affaires professorales, les salaires à payer, les étudiants dans des besoins urgents, ça, c'est sûr que c'est toujours l'essentiel. Mais je dirais que notre approche, c'est de revenir périodiquement sur nos priorités. Donc, de se donner des moments où là, on les révise. Parce que des fois, on est en sous-effectif. Des fois, il y a quelque chose d'urgent qui est arrivé. Dans notre belle et grande université, on a souvent des demandes très urgentes. On a une semaine pour réagir et tout ça pour des bonnes raisons. Et encore. Mais donc, c'est-à-dire vraiment revenir sur les priorités qu'on avait établies en fonction des besoins du moment puis des réalités du moment. Puis aussi, exprimer clairement nos objectifs et y mettre des échéanciers. Parce que si on ne travaille pas comme ça, c'est plus, en tout cas dans mon expérience, c'est plus difficile vraiment de mener à bien différents projets tout en ayant des échéanciers, mais tout en ayant des priorités. Et quand d'autres priorités arrivent, il faut être capable de, OK, je suis rendu là dans l'échéancier, je mets ça de côté, on travaille là-dessus, on revient. L'autre chose aussi, c'est sûr que dans mon expérience aussi, je me suis rendu compte que c'est vraiment important de travailler comme ça pour pas démobiliser l'équipe. C'est-à-dire qu'au moins tout le monde sait toujours où sont rendus à quel moment et les attentes qui viennent vers eux. Parce que oui, on travaille en équipe, mais disons, on a chacun nos rôles là-dedans. Donc ça, c'est vraiment très important pour tout notre personnel, les profs, tout le monde qui collabore aux prises de décision, qui se sentent valorisés puis qui sentent qu'ils travaillent déjà fort. Tu as mentionné un mot qui est la planification stratégique. C'est un outil qui peut être très intéressant là, pour un nouveau directeur, une nouvelle directrice qui rentre en poste, là, sans nécessairement faire un exercice vraiment très long là, de revoir la mission, la vision, les valeurs. Là. Bon, c'est peut-être pas nécessaire, là, mais minimalement de réfléchir, un peu comme Michel disait, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les projets majeurs qu'on veut réaliser, comment on veut les réaliser, comment on va faire pour mesurer l'atteinte de ces résultats-là ou pas. Là. Et ça vaut la peine de faire l'exercice, puis au moins ça a le bénéfice de mettre tout le monde sur la même page, là, puis là, les gens peuvent se référer à ça en disant, OK, regardez dans la planification stratégique, si on veut l'appeler comme ça, là, quels étaient nos grands projets, quels étaient les éléments avec lesquels on voulait aller de l'avant. Comme directeur de département, on est un peu la courroie de transmission. Comment vous arrivez à naviguer finalement dans cette espèce des contraintes qui nous sont imposées, mais en même temps, l'autonomie qu'on souhaite dans nos départements. Bon, surtout quand ce sont des décisions qu'on n'a pas initiées là, soi-même. J'aimerais ça vous entendre par rapport à ça. Je pense que les mêmes principes, je dirais, qu'on a discuté depuis tantôt, la communication transparente, déjà, pour présenter une décision, mais j'irais un pas plus loin dans le sens où, oui, échanger aussi avec les collègues pour expliquer la décision, mais aussi pour aller chercher leur input, parce qu'eux, ils n'ont pas fait partie de toutes les discussions, puis peut-être que nous non plus. Et donc, pour essayer d'arriver avec peut-être des alternatives ou des façons de voir la chose pour retourner vers les plus hautes instances. Parce que des fois, et plus souvent, je pense qu'on le croit,
on pense que les décisions prises sont vraiment immuables, mais elles ne sont pas nécessairement. Donc, si on est capable de mieux comprendre, on retourne, on travaille avec des solutions potentielles, bien là, on est peut-être capable d'arriver avec des propositions de solutions pour mettre en place une décision, mais de manière adaptée à la réalité de notre unité. Et quand les décisions viennent de la faculté ou de l'université, c'est très général, c'est très global, mais comment ça s'adapte dans la réalité de chacun des départements, dans chacune des unités? Là, comment ça se traduit? C'est ça, il faut que ça se traduise dans la réalité. Et donc, c'est peut-être là le rôle de la direction de département, c'est comment on peut adapter ces décisions-là dans le quotidien, là, parce que on est pris à vivre le quotidien et on est pris entre l'arbre et l'écorce. Non, puis c'est ça aussi qui fait que les collègues nous font confiance. Oui. Parce qu'ils voient le processus, puis à un moment donné, quand ça revient, bien, on s'entend sur une certaine décision puis une mise en pratique de ça, mais il y a une confiance qui est là par rapport à comment on représente les collègues, puis l'unité, le département, tout ça. Je vous amène sur un autre défi. Bien évidemment, comme professeur, on a tous une carrière, on est des scientifiques, on a l'habitude de s'appuyer sur des données. On serait, je pense, tenté d'attendre d'avoir toujours toutes les données pour pouvoir prendre des décisions. Or, c'est pas ça qui arrive là. En réalité, on n'a pas toujours les données. On navigue parfois un peu dans l'incertitude. Comme leader, comment vous prenez des décisions, même quand les données sont incomplètes ou même des scénarios qui changent en cours de route aussi? Comment vous arrivez à naviguer avec ça? Je suis d'accord, tu sais, qu'on ne peut jamais avoir toute l'information avant de prendre des décisions. Mais d'un autre côté, avec l'expérience, je me permets de me faire confiance maintenant par rapport au fait que si je me sens pas à l'aise avec la quantité ou le type d'information que j'ai, je pense qu'il faut se permettre de retourner vers nos interlocuteurs. Puis des fois, puis il y a une façon de le faire, évidemment, mais des fois, il faut comme un peu amener nos interlocuteurs aussi à faire un travail de fond de plus. Des fois, on se fait expliquer quelque chose, on comprend pas trop, on a des questions. Bien, il faut qu'on soit capable d'être en dialogue avec les personnes qui nous donnent cette information pour leur dire, oui, mais j'aurais besoin de cette information-là de plus quand, évidemment, on sait qu'ils peuvent aller la chercher. Et là, ils repartent de leur côté. Tu sais, je pense que ça aussi, c'est un dialogue. Fait que moi, je me dis, si moi, je suis pas en mesure de bien comprendre, après ça, de retourner aux collègues ou expliquer une décision, puis surtout adhérer à cette décision-là. Tu sais, comme direction de département, on fait pas juste dire, bon, ben voici la décision, je suis pas d'accord, mais il faut la faire pareil. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si on fait le travail, c'est un peu comme on disait tout à l'heure. Donc, moi, mon approche, c'est vraiment j'ai appris avec le temps à me faire confiance assez pour retourner chercher de l'information pour que là, à un moment donné, quand on arrive au plus d'informations qu'on peut avoir... Si tu sens l'inconfort, oui, c'est parce que c'est pas complètement clair. Exactement. Puis après ça, les défendre ça devant les collègues, par exemple en assemblée de département. C'est ça. Ça peut être... c'est ça. Ça peut être difficile. Vaut mieux être... Je pense que c'est cette anticipation-là, d'anticiper, par exemple, les réactions ou les questions qui sont légitimes, souvent, là, des collègues. Là, c'est une bonne... C'est raisonnable de faire ça. Là. C'est pas déraisonnable de demander plus d'informations à nos interlocuteurs. Là. Absolument. Donc, je te vois hocher de la tête, François. Oui. Mais moi aussi, je dirais qu'il faut se faire confiance, effectivement, là, comme Michel le disait. Il faut demeurer conséquent avec soi-même, puis conséquent avec les grands objectifs ou les grandes directions qu'on s'est fixées. Là. Si on avait un plan stratégique, si on avait les éléments de mission, les éléments, les grands objectifs qui ont été fixés, bien, si on est capable de ramener la décision dans cette direction-là, puis de dire, bon, ben voici, là, ça va changer peut-être on n'a pas toutes les informations, mais on va essayer de s'aligner en fonction de nos grandes priorités, de nos grands objectifs. Puis voici la direction générale. J'ai peut-être pas tous les détails pour être capable de dire, bon, voici quelle va être... Mais regardons, restons cohérents, gardons le cap. Quand on commence, on n'a peut-être pas tout à fait encore cette confiance ou... Peut-être à l'inverse, on a trop confiance alors qu'on a peut-être des devoirs un peu à faire. Oui, mais là encore, comme je disais, un des principes que je disais tout à l'heure, la collégialité puis le consensus, là, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il faut arrêter de penser que comme directeur ou directrice de département, on est tout seul. Non, on n'est pas tout seul. On a des comités directeurs, on a des comités aviseurs. Quand on prend des décisions, parfois, ça ne fait pas l'unanimité. C'est pas toujours facile à gérer. J'ai envie de vous entendre sur cette gestion-là. Comment est-ce que vous arrivez à, disons, rester
calme, serein, solidaire lorsqu'il y a une décision qui, bien évidemment, ne fait pas l'unanimité puis qui crée des remous? Ben, on va rester dans la même thématique là, de la collégialité transparente. C'est un beau terme que Michel a mis de l'avant, là, la collégialité transparente. Mais c'est ça. Si les décisions ont été prises de façon collégiale, de façon transparente, ça aide beaucoup. Un des éléments que je rajouterais, c'est qu'il faut, je pense, j'allais l'appeler ça un plan de communication, mais il faut une communication efficace. Il faut qu'on soit capable de bien communiquer auprès de nos membres, auprès des professeurs, tout ça. Pourquoi cette décision a été prise, qu'est-ce qui explique cette décision-là, puis quelle est la décision finale qui a été prise. Puis au-delà du plan de communication, je dirais un plan de gestion du changement. On n'est pas nécessairement bon à ça, mais il faut être capable de dire, bon, ben voici comment est-ce qu'on va faire ce changement-là si la décision impose un changement. Là. Comment ça va se faire? Quelle va être la transition? Donc, je pense qu'il faut y penser, il faut y réfléchir. C'est un peu dans notre rôle là, d'accompagner ce changement-là, même auprès de ceux qui ne sont pas contents. Oui, puis aussi, tout à fait d'accord avec ce que François a dit. Puis j'ajouterais aussi que des fois, c'est sûr qu'il y a des gens ils peuvent avoir un petit peu plus de difficulté à comprendre les décisions. Puis il y a aussi, des fois, on travaille en comité, fait qu'il y a des porte-paroles de décision. Mais moi, je me dis toujours que finalement, au final, c'est moi que les personnes, pour pas envoyer des personnes au bâton qui vont recevoir des choses, sauront pas trop quoi faire avec de leurs collègues, hein, parce que nous aussi, c'est nos collègues, mais on est quand même dans la position où on doit prendre des décisions par rapport à toutes sortes d'éléments qui concernent nos collègues. Mais des fois, c'est des personnes qui sont à la tête d'un comité ou tout ça. Donc, il faut faire attention de ne pas envoyer des personnes au bâton, au front alors que c'est nous qui devraient l'être. Là, donc, ça aussi, pour moi, c'est un principe dans le sens où je suis l'ultime responsable d'une décision qui a été prise à la direction ou en comité. Imputable. Et donc, je suis imputable. Et donc, s'il y a quelque chose au final, là, après la bonne communication, après tout ça, il y a quelque chose qui ne marche pas, vous n'êtes pas d'accord, c'est moi qu'il faut venir voir. C'est ça. Ce que je retiens beaucoup, puis ce qui a été formateur pour moi, c'est vraiment toute l'approche puis les valeurs que moi, j'ai mis de l'avant quand je suis arrivée à la direction. Puis les collègues, puis je le dis parce que les collègues m'en ont fait part. Puis quand j'ai renouvelé mon mandat, c'était toute l'approche vraiment, l'écoute, la bienveillance, la transparence, communication. Tu sais, c'est comme les 4 choses qui sont tellement importantes. Des piliers. C'est des piliers, puis même si on se trompe, parce que c'est sûr qu'on va se tromper, en ayant cette approche-là, on garde la communication, les gens vont pas trop nous en vouloir. Puis si on a des meilleures idées, on leur dit toujours, ben viens-t'en, partage-les, on va travailler ensemble pour trouver des solutions. Donc, tu sais, c'est sûr que ça prend plus de temps, tout ça, faire ça, écouter, consulter, mais c'est super payant dans mon expérience. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que ça t'amène ailleurs, ça amène le département ailleurs. Ça prend une bonne dose de patience, des fois, mais c'est vraiment, vraiment, ça vaut la peine de le faire. Fait que je dirais, c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. Le coût-bénéfice est là. Le coût-bénéfice est là. Donc, tu sais, c'est des approches puis des valeurs fondamentales de manière de travailler. Après, je sais pas, il faut que la personne qui suive, on espère, va vouloir aborder les choses d'une façon semblable. Mais bon, je pense que les collègues, quand on travaille comme ça, les collègues souhaitent qu'il y ait de la continuité dans une manière de travailler comme ça après, là. Donc, je prends la balle au bon, mais la question de la suite, de la transmission après, on termine souvent nos balados en demandant, avez-vous un conseil? Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est d'essayer, la personne qui prend la direction, d'essayer de rapidement comprendre le rôle, comprendre les possibilités, comprendre les limites aussi, puis comprendre qu'est-ce qui va les rendre heureux dans cette tâche-là. Là. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont avoir du plaisir parce que si la personne n'a pas de plaisir, là, tout le monde va s'en rendre compte, puis tout le monde va en pâtir d'une certaine façon. Donc, essayer de trouver son plaisir dans la tâche de direction. Tu sais, je dirais, c'est sûr que les gens, surtout dans un grand département, osent peut-être pas, ont peut-être certaines craintes, voient pas trop. Bon, en espérant, moi, je vais envoyer le lien de ce balado à tous les collègues du département, c'est certain. Mais aussi, tu sais, oui, ça peut faire peur, ça peut être insécurisant. Mais avec le recul, nous, on peut affirmer que, tu sais, vraiment, c'est tellement une expérience enrichissante où on a pu orienter notre département, on a pu travailler avec les collègues. C'est vraiment un sentiment super puissant d'accomplissement qui vraiment vaut la peine, là. Vaut la peine. Moi, je le dis comme ça.
Ça nous nourrit beaucoup, beaucoup. On travaille pour... la carrière de chercheur, elle est elle est moins individualiste qu'elle était, mais elle l'est quand même. Et donc là, comme ça nous nourrit beaucoup de faire des projets collectifs. Puis après 4 ans, 8 ans, on voit où est-ce qu'on est rendu. Ça vaut vraiment la peine. C'est très nourrissant. Puis en plus d'avoir vraiment bâti nos capacités de leadership qui vont nous servir dans une foule d'autres contextes. C'est tout à fait vrai. Moi, je dis toujours que la direction, ça a été un levier de développement professionnel vraiment important pour moi parce que, évidemment, notre leadership, on l'exerce en recherche, mais tout à coup, là, ça prend tout un autre sens de le faire pour sa communauté, pour notre groupe dans lequel on s'identifie. C'est notre identité professionnelle, notre département. Donc, moi, j'ai trouvé ça aussi très, très enrichissant, vraiment. Mais professionnellement, mais personnellement aussi. On vit des expériences humaines assez fortes, là. C'est positive ou négative, mais on a vu, personnellement, là, pour la croissance personnelle, c'est vraiment... Puis cette bienveillance-là qu'on doit absolument avoir envers nous-mêmes, elle passe par le fait qu'il faut admettre que ça se peut qu'on en fasse des erreurs, mais que si on travaille jamais tout seul, puis il faut jamais travailler tout seul. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va arriver à trouver des solutions, puis avancer collectivement. J'aime beaucoup, en tout cas, ce qui se dégage de la conversation qu'on vient d'avoir. C'est vraiment, il y a un équilibre entre nos valeurs, très clairement. Il y a des contraintes, évidemment, d'avoir une vision et beaucoup d'écoute, de bienveillance, même si on utilise beaucoup ce terme-là, ça demeure, je pense, notre gouverne. Tout à fait. Merci, tous les deux. Vraiment, ça a été une conversation généreuse, authentique, éclairante. Alors, vous nous rappelez que la prise de décision, c'est pas un acte solitaire, hein? C'est pas non plus un acte qui est purement technique. Donc, voilà, ça a été vraiment un moment très agréable. Je vous remercie. Merci. Merci, c'était un plaisir. Leadership en milieu universitaire est une initiative du parcours de leadership pour les directions départementales propulsée par le vice-rectorat aux ressources humaines et aux affaires professorales de l'Université de Montréal. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube et n'hésitez pas à les partager avec vos collègues. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez à inspirer, mobiliser et surtout exercer un leadership qui fait la différence.